Bonjour, j'espère que vous allez bien. Installez-vous, mettez-vous à l'aise, car pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer avec vous un pan assez méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Alors oui, le petit moustachu furieux, Staline, le Japon expansionniste, les bombes atomiques, Vichy, tout cela vous connaissez, bien sûr. Par contre, si je vous dis Chambon-sur-Lignon, ça vous dit quelque chose Alors bravo aux 2 ou 3 qui ont levé la main là-bas au fond, mais pour les autres, vous devez savoir que l'histoire de ce petit village de Haute-Loire est unique en son genre. Ici, on ne parle ni plus ni moins que de la résistance d'une partie de la population française aux persécutions menées par l'occupant nazi et le régime de Vichy, au travers de l'une des plus grandes opérations de sauvetage en France, qui a transformé le plateau du Vivarais-Lignon en un refuge pour tous et un haut lieu de la résistance civile et militaire. Le village de Chambon-sur-Lignon est d'ailleurs reconnu aujourd'hui par le titre unique de Village des Justes. Alors, lorsque les éditions Steinkiss me contactent à propos d'une bande dessinée qui vient de sortir, intitulée Ceux du Chambon, qui raconte l'histoire des habitants de Chambon-sur-Lignon, notamment en retraçant le parcours authentique de la famille Weil pendant la guerre, et en particulier des enfants comme Étienne Weil, qui est à l'origine de cette BD, et d'ailleurs que vous allez retrouver tout au long de cette vidéo grâce à une interview super bien, c'est nul. Ces enfants, donc, qui pour échapper aux persécutions ont été placés en pension au Chambon-sur-Lignon, en compagnie de centaines d'autres. Moi je dis banco. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez avoir l'occasion d'en gagner 2 exemplaires et elle vaut vraiment le coup. Voici donc, pour vous, chers spectateurs, l'histoire incroyable de la montagne refuge. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Situé à la limite des départements de la Haute-Loire et de l'Ardèche, à une 60aine de kilomètres au sud de Saint-Étienne, le Chambon-sur-Lignon est une commune d'environ 3000 habitants relativement isolée, située dans une zone de moyenne montagne sur le plateau du Vivarais-Lignon, qui, au total, avec les villages environnants, comptait en 1936 une population d'environ 6000 personnes. Voilà la situation, et rien a priori ne semblait prédestiner ce village à devenir une terre d'asile pour 3500 réfugiés de toute nationalité, dont une grande partie de familles et d'enfants juifs. Pour mieux comprendre les grands actes de solidarité et de résistance passive des habitants, il est nécessaire de se plonger dans le passé du village, sa société et les croyances de ses villageois. Et en fait, vous allez voir que quand vous tiendrez la BD entre vos mains, cette vidéo constitue en fait son introduction. Allez, remontons le temps. Et nous remontons loin les amis, revenons au XVIe siècle, François Ier est alors le roi de France, l'Europe est traversée par une forte contestation de la religion catholique et du clergé de Rome. Ce grand mouvement de protestation va conduire à la naissance de ceux qu'on a logiquement appelés ensuite les protestants. Mais quel est le rapport avec un village qui résiste aux nazis en 1940 et l'apparition du protestantisme 400 ans auparavant ? Eh bien, il faut savoir que dans cette querelle religieuse, les habitants du plateau du Vivarais-Lignon vont faire le choix de suivre la réforme protestante à partir de 1528. Et alors ? Attends un peu, tu vas comprendre. En fait, ce schisme religieux s'accompagne d'une crise politique et débouche sur les guerres de religion entre 1562 et 1598, avec les persécutions religieuses et les massacres pratiqués par chaque camp que l'on connaît, dont le plus tristement célèbre le massacre des protestants de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572. À la fin des guerres de religion, Henri IV, roi de France depuis 1589, signe le fameux édit de Nantes en 1598, dont vous avez tous au moins entendu une fois dans votre scolarité entendu parler. La tolérance religieuse est alors reconnue par le roi de France et le plateau du Vivarais-Lignon conserve sa foi protestante. Vous comprenez maintenant, en fait, les habitants du plateau ont depuis longtemps résisté à pas mal de monde et cette attitude va perdurer au fur et à mesure des époques. Surtout que le répit des habitants du Vivarais-Lignon est de courte durée, car quelques années plus tard, le roi Louis XIV recommence la persécution des protestants.
Et oui, il fait par exemple interdire les prêches en dehors des temples, certains métiers sont désormais interdits aux protestants, qui sont même incités à se convertir au catholicisme, tout ça dans un contexte de guerre avec les Provinces-Unies protestantes, elles aussi, entre 1672 et 1678. À la fin de cette guerre, les persécutions s'intensifient, on est en 1679, avec l'exclusion des offices des protestants, l'interdiction des établissements d'enseignement protestants, et même la limitation du nombre de temples. Une étape supplémentaire est franchie, nous sommes le 11 avril 1681, et une ordonnance royale lance les tristement célèbres dragonnades, imposant le logement des soldats royaux chez les protestants pour les pousser à la conversion forcée par une politique de terreur. Les soldats ayant carte blanche pour obtenir le ralliement à la foi catholique, et cette carte blanche va de la simple démonstration de force au pillage, au viol ou encore au meurtre. Tout un programme. Entre juillet et octobre 1683, le Vivarais et Chambon-sur-Lignon subissent ces dragonnades, poussant une partie de la population à renoncer au protestantisme ou à se réfugier hors du royaume. Le 18 octobre 1685, Louis XIV promulgue l'édit de Fontainebleau qui révoque définitivement l'édit de Nantes, même si c'était déjà le cas un peu auparavant, et interdit carrément le culte protestant en France. Et dans le Vivarais, les gens s'exilent massivement ou poursuivent leur culte en secret. Mais personne n'est éternel et Louis XIV meurt en 1715. Et oui, le plateau s'apaise, le culte reprend, même s'il est parfois réprimé, et tout s'arrange en 1787 lorsque Louis XVI promulgue un édit de tolérance qui accorde aux protestants le droit d'avoir un état civil, et ils obtiennent même la liberté de culte sous la Révolution française. Ça c'est cool. Oui. Et du coup, le culte protestant se rétablit officiellement sur le plateau du Vivarais, où se maintient d'ailleurs une population catholique, dans un climat de tolérance qui va profondément s'ancrer dans la population qui n'oublie pourtant pas toutes les persécutions religieuses de l'Ancien Régime, qui ont duré plusieurs siècles, du coup. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est une histoire que vous pouvez revivre en vous rendant dans l'un des nombreux musées de l'histoire protestante de la région. Bon, et si on avançait un peu dans le temps ? Bien sûr. Cette mémoire des différentes persécutions va entrer en résonance pour les habitants du Vivarais avec celle subie par les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. La France a signé l'armistice le 22 juin 1940 et la dictature de Vichy s'abat sur les populations juives du sud de la France, qui vont subir de plein fouet la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et devinez qui va être le premier à dénoncer cette attitude de Vichy ? Eh bien, c'est l'Église réformée de France, l'Église protestante. Ainsi, le 26 mars 1941, le pasteur Marc Bugner, président de la Fédération protestante de France, écrit au nom de son église une lettre de solidarité au grand rabbin de France, ainsi qu'une protestation officielle à l'amiral Darlan, président du Conseil de Vichy. Cette protestation officielle a un grand impact sur le comportement des protestants vis-à-vis de Vichy et envers le sort des Juifs. L'Église mobilise ses fidèles sur ce sujet, à l'image de cette lettre du Conseil national lue à l'ensemble des fidèles le 4 octobre 1942. L'Église réformée de France ne peut garder le silence devant les souffrances de milliers d'êtres qui reçurent l'asile sur notre sol. L'Évangile nous ordonne de considérer tous les hommes, sans exception, comme des frères. L'Église se sent contrainte de faire entendre le cri de la conscience chrétienne. Cet appel à la solidarité avec le peuple juif ne se limitera pas au simple discours. Diverses organisations de l'Église réformée vont désormais fournir une aide active aux persécutés, en leur fournissant de faux papiers, en organisant des réseaux d'évasion vers la Suisse ou l'Espagne, ainsi qu'en accueillant des réfugiés, dont le Chambon-sur-Lignon va devenir le symbole. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais les musées et le souvenir des persécutions, ça ne permet pas vraiment de protéger des milliers de personnes. Surtout qu'on est dans une région isolée, en moyenne montagne, tu l'as dit tout à l'heure. Tu les fais dormir dans des grottes ? Il faut des infrastructures quand même, non ? Tu as tout à fait raison, ma petite télé des années 80. Et si le Chambon-sur-Lignon et le plateau du Vivarais ont pu devenir une montagne refuge, c'est grâce à une tradition de l'hospitalité qui s'est développée depuis la fin du 19e siècle par l'implantation d'organismes protestants qui faisaient venir des enfants pauvres de Lyon, de Saint-Étienne, pour respirer le bon air pur de la montagne et leur proposer des activités. La plupart des enfants étant hébergés dans des familles paysannes du plateau, et cette tradition d'accueil va se maintenir durant l'occupation. En plus, puisque tu parles d'infrastructure, l'arrivée d'une petite ligne de chemin de fer au début du XXe siècle a permis le développement du tourisme au Chambon, qui dispose donc d'une grande capacité d'accueil saisonnière.
D'ailleurs, pour l'anecdote, de nombreux clients de l'été 1939 feront le choix de prolonger leur séjour à la déclaration de guerre en septembre 1939, comme le montre le début de la BD. C'est vrai, mais avant de parler de la Seconde Guerre mondiale, il faut faire un petit détour à l'entre-deux-guerres, car c'est durant cette période, entre 1918 et 1939, que le Chambon sur Lignon voit s'installer de nombreux pasteurs protestants, comme André Trocmé, avec sa femme Madga, en 1934, ou Édouard Théis. Ensemble, ils font fonder le collège Sévenol à Chambon, qui était jusqu'alors dépourvu d'établissements scolaires de ce niveau. Et il faut savoir que Trocmé et Théis, ce ne sont pas n'importe qui. Ces deux pasteurs ont déjà fait un long parcours à travers le monde, ils ont noué des liens avec les différentes églises réformées du monde entier, en particulier avec l'Union chrétienne des jeunes gens. Désolé, j'étais obligé de la faire, en anglais. Désolé. André Trocmé a aussi des contacts avec l'église réformée allemande, lui permettant de connaître la situation en Allemagne nazie, pratique. Le YMCA va fonder dès le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939 avec d'autres associations protestantes, la CIMAD ou Comité intermouvement d'aide aux évacués, qui va centraliser l'aide pour les réfugiés et les persécutés. Grâce à ces organisations et ces réseaux, la douzaine de pasteurs protestants sur le plateau et une partie de leurs fidèles organisent le sauvetage des réfugiés arrivant au Chambon. La CIMAD et le YMCA... à chaque fois je le dis, j'ai la chanson dans la tête. La CIMAD et le YMCA donc financent en 1938 un camp de réfugiés espagnols à l'initiative de Charles Guillon, pasteur et maire de Chambon. L'initiative est renouvelée à l'été 1940 pour accueillir les réfugiés alsaciens à Villeurbanne, puis au camp Joubert à Chambon en 1941. Bref, les habitudes d'hospitalité ont la vie dure, et c'est là que la France signe l'armistice du 22 juin 1940 avec l'Allemagne nazie. La mobilisation du plateau du Vivarais pour accueillir et protéger les réfugiés et les persécutés de toutes origines est le résultat de l'action de quelques personnes comme Charles Guillon, André et Magda Trocmé et Édouard Théis. Tous sont pasteurs, enseignants au lycée Sévenol qu'ils ont fondé ensemble et ont de profondes convictions humanistes et religieuses qui les poussent à s'engager contre le nazisme dès la défaite de juin 1940. Mais le Chambon, c'est aussi une œuvre collective partagée par une part importante de la population investie à des degrés divers et qui doit sa réussite à la plus grande discrétion des habitants qui montrent leur soutien dès l'armistice. Et justement, nous sommes le 23 juin 1940, au lendemain de la signature de l'armistice donc, Charles Guillon démissionne de son poste de maire du Chambon. Pourquoi ? Il n'aurait pas pu davantage aider en restant à son poste ? En fait, il refuse la défaite tout simplement et décide de se consacrer à l'aide aux réfugiés et aux prisonniers de guerre, quitte à entrer dans la résistance. Mais ce qu'il refuse par-dessus tout, c'est d'appliquer les décisions d'un régime au service de l'occupant, ce qu'il aurait dû faire en tant que maire du Chambon. On peut comprendre du coup. Le même jour, André Trocmé prononce un sermon aux paroissiens du Chambon, un sermon qui contient le premier appel à la résistance spirituelle au nazisme énoncé sur le sol français. La résistance spirituelle ? Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est à la fois une résistance qui part de l'Église qui demande à ses fidèles de résister, le plus souvent par la non-violence, mais c'est aussi un appel à s'opposer et à rejeter l'idéologie nazie, contraire à la morale chrétienne, et c'est pour cela qu'on demande à ne pas obéir à leurs ordres de manière pacifique. Cela peut se rapprocher de la désobéissance civile prônée par Gandhi en Inde. Ah, je vois. Bien, donc voici un extrait du sermon de Trocmé qui appelle à cette résistance. Des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles, pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Si l'on ne parvient pas tout de suite à soumettre nos âmes, on voudra soumettre tout au moins nos corps. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence, exercer sur leur conscience les armes de l'esprit. Nous faisons appel à tous nos frères en Christ pour qu'aucun n'accepte de collaborer avec cette violence, et en particulier dans les jours qui viennent avec la violence qui sera dirigée contre le peuple anglais. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine.
À côté de cette déclaration, les époux Trocmé, Édouard Thaïs et Charles Guillon mobilisent leur réseau pour financer et organiser l'accueil et le sauvetage de réfugiés qui, par le biais d'organisations internationales comme le Comité d'entraide Quaker, la CIMAD, le Secours suisse aux enfants, l'Amitié chrétienne ou encore l'œuvre de secours aux enfants, prennent un aspect légal, puisque encadrés par des associations. Cette action, bien que connue par les autorités locales de Vichy, n'est pas inquiétée. Il faut dire aussi que le préfet de Haute-Loire, Robert Bach, ou Bach, était un proche d'André Trocmé, donc ça a certainement aidé un peu. Nous arrivons à l'été 1942, et l'opposition au régime de Vichy continue de grandir, car c'est au même moment que le régime multiplie les rafles massives des Juifs, comme la tristement célèbre rafle du Veldiv à Paris, en juillet, ou celle menée en zone libre par Vichy en août. En réaction, l'opposition de la population de Chambon à Vichy et à sa politique se durcit. Toujours au même moment, nous sommes le 16 août 1942, le Chambon-sur-Lignon reçoit la visite du secrétaire d'État à la jeunesse de Vichy, Georges Lamiraud. Donc quelqu'un d'assez important. Une personne du coup qui est accueillie, vous vous en doutez, assez froidement par la population. André Trocmé et Édouard Thaïs refusent carrément de parler en sa présence, et comble de l'humiliation pour le secrétaire, un groupe d'élèves du collège Sévenol lui adresse une protestation contre les mesures antisémites du gouvernement. Donc des collégiens qui adressent une protestation à un régime qui collabore avec l'Allemagne nazie. Ah oui, effectivement, quand tu disais que c'est toute la population qui s'y est mise. Et attends, c'est pas fini, car le même jour, un autre pasteur du plateau, André Betex, s'oppose aux rafles dans son sermon. La conscience ne peut que se révolter à l'égard des mesures prises contre les Juifs. Notre devoir est de les secourir, de les cacher, de les sauver par tous les moyens possibles. Je vous engage à le faire. Voilà cette phrase alors qu'un secrétaire d'État est sur place, Et forcément, ces déclarations attirent les foudres de Vichy qui ordonne à André Trocmé de cesser ses activités de sauvetage des Juifs. Ce dernier répond. Je ne sais pas ce qu'est un Juif. Je ne connais que des êtres humains. Ça, c'est fait. Le 26 août 1942, on en parlait tout à l'heure, une grande rafle est lancée dans la zone libre par Vichy et vise particulièrement le plateau du Vivarais. Les enfants sont protégés grâce à une sortie éducative en forêt et la rafle menée par la gendarmerie est un échec total. Certains soirs, c'est arrivé plusieurs fois, la directrice nous dit « Vous savez, demain, les enfants, on va tous en forêt, on va cueillir des pommes de pin, on va ramasser des myrtilles et on va passer une journée dans les bois. » Alors on était contents et bien sûr, le lendemain, on faisait ça. Et j'ai su beaucoup plus tard pourquoi on allait dans les bois. Parce que la veille, un petit cycliste qui allait de maison en maison dire que demain, il y a une visite de Vichy, il y a des gens de Vichy qui viennent voir ce qui se passe. Donc, quand ils arrivaient, il n'y avait plus personne dans les maisons. Cette tentative de rafle marque cependant la fin de l'accueil légal des réfugiés sur le plateau et le passage de l'ensemble de l'organisation dans la clandestinité. Les enfants juifs seront désormais cachés sous de fausses identités dans les fermes des paysans du plateau, qui sont nombreux, quelle que soit leur confession, à ouvrir leur foyer. D'ailleurs, les protestants ne sont pas les seuls à agir, les catholiques et les juifs eux-mêmes y prennent part via diverses organisations confessionnelles, en lien ou en parallèle aux organisations protestantes du plateau. Mais concrètement, comment se déroulait le sauvetage des enfants dans le Vivarais ? En fait, et ça vous le verrez aussi dans la BD, les familles menacées prenaient contact ou étaient mises en relation avec les organisations clandestines maintenant, au Chambon, qu'elles rejoignaient ensuite par le train. Sur place, les enfants sont accueillis par les membres du réseau qui fabriquent aussitôt des faux papiers et placent les enfants ou les familles entières dans les dizaines de foyers et familles d'accueil sur le plateau. L'ensemble des enfants est scolarisé sur le plateau où tout est fait pour leur faire oublier la guerre. C'était formidable, c'était vraiment des vacances, quoi. Et à tel point que j'en oubliais mes parents. Non, j'étais tout à fait libre, heureux. Écoutez, c'était magnifique, on allait à l'école, j'ai appris à lire, j'avais une institutrice magnifique qui s'appelait Mademoiselle Lombard, et puis j'avais des copains, et puis le mieux, on vivait dans les bois, donc je n'avais pas de raison de m'en faire. La guerre, j'oubliais. Nous arrivons en novembre 1942, et ça bouge. Les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, c'est l'opération Torche. En France, la zone libre est désormais occupée par les Allemands.
L'arrivée de l'occupant accroît forcément la persécution des Juifs, en particulier à Lyon, ce qui augmente logiquement l'arrivée de réfugiés sur le plateau. En 1943, en plus de ces réfugiés, on trouve également des réfractaires au STO, le service du travail obligatoire, instauré par l'occupant en février 1943, et dont le but était de fournir des travailleurs à l'Allemagne. Cet apport de personnes supplémentaires va faire émerger un maquis, c'est-à-dire un groupe de résistants armés, en parallèle de la montagne refuge. Un maquis qui aura son histoire propre sans être totalement étranger au sauvetage des Juifs. Entre-temps, le sauvetage de réfugiés se poursuit et se massifie même, mais la répression de Vichy et des Allemands se multiplie aussi. Ainsi, le 13 février 1943, les pasteurs Trocmé et Théis ainsi que Roger d'Arcissac sont arrêtés par la police de Vichy et internés dans un camp près de Limoges. Longuement interrogés, les 3 hommes réussissent à ne rien révéler sur leurs activités. Ils seront libérés au bout de quelques semaines suite à l'intervention de l'Église réformée de France, représentée par le pasteur Bugner dont on a parlé tout à l'heure, et qui a fait une protestation officielle auprès de Vichy. Mis sous pression par une église entière, Vichy relâche les 3 hommes. Le silence de ces 3-là et celui de l'immense majorité des habitants du plateau préservent leur mission. Et ce, malgré les enquêtes et les descentes pour des rafles. C'est assez fou de se dire que tout un village n'a pas vendu la mèche, finalement. Au point que toutes les rafles vont échouer, à l'exception de celle du 29 juin 1943, organisée dans le plus grand secret par les Allemands eux-mêmes, donc sans l'aide de la gendarmerie française, dans le foyer des Roches, où 19 étudiants sont raflés, avec le directeur du lieu, Daniel Trocmé, fils du pasteur Trocmé par la Gestapo. Tous sont déportés, seuls 7 d'entre eux vont survivre. Daniel Trocmé, quant à lui, meurt le 2 avril 1944 au camp de Majdanek, l'un des pires camps d'extermination situés en Pologne. En dehors de ce drame, la montagne refuge et le maquis parviennent à se maintenir jusqu'à la libération. Alors de temps en temps, la non-violence et le pacifisme prônés par le pasteur Trocmé et la volonté du maquis de résister militairement à l'occupant s'opposent et créent des tensions. Mais au final, ça marche. Et même le maquis du Vivarais prend une part active dans la libération de la région grâce au parachutage d'armes par les Alliés à partir de l'été 1944. Je crois que c'est le lendemain. Ma mère est arrivée de Saint-Étienne. Et vous savez, les Grillons, cette ferme dans laquelle nous étions, est un petit peu surélevée. Elle est en dehors du Chambon, elle est un peu surélevée. Et j'ai vu tout d'un coup ma mère, d'ailleurs c'est la dernière image de la BD, je crois. J'ai vu ma mère arriver, grimper cette colline, en hurlant, en criant avec la main levée, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous savez, c'est impressionnant ça. Nous sommes en 1945, l'Allemagne a capitulé. La France est désormais libérée. Dès la fin de la guerre, les enfants les plus chanceux retournent auprès de leurs parents, les autres sont pris en charge par des institutions officielles ou juives. Les habitants du plateau reprennent leurs activités d'avant-guerre et développent le tourisme. Les pasteurs et les enseignants des différentes écoles et du collège Sévenol poursuivent leur œuvre pédagogique. La vie reprend son cours en fait. La mémoire de la montagne refuge et de la résistance passive et civile aux persécutions des Juifs s'efface des mémoires, au profit de la résistance active et armée, plus spectaculaire et surtout glorifiée par les partis politiques d'après-guerre, comme les gaullistes ou le Parti communiste. Ouais, c'est un peu injuste, hein. Il faudra attendre des dizaines d'années, dans les années 70 donc, pour voir apparaître les premières cérémonies et reconnaissances du sauvetage au Chambon-sur-Lignon et dans les communes du plateau. Et le saviez-vous, ce n'est pas une initiative française. Et non, puisque cette reconnaissance est l'œuvre de Yad Vashem. Il y a des ouais. Un mémorial, mais aussi un institut international fondé à Jérusalem en 1953 par le Parlement israélien. Yad Vashem, que je prononce sans doute très mal, signifie en hébreu un monument et un nom. Une expression qui provient du livre d'Isaïe de l'Ancien Testament. Cette citation permet de comprendre la double mission de Yad Vashem. Premièrement, entretenir la mémoire des victimes de la Shoah, et deuxièmement, honorer les justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Mais on va dire qu'au lendemain de la guerre, en 1945, on est surtout concentré sur les victimes de la Shoah. Donc c'est à partir de 1963 que le Yad Vashem va entamer une politique active en vue d'identifier les justes. Le titre est décerné par la Cour suprême d'Israël sur la base de plusieurs critères vérifiés par une enquête, reposant principalement sur le témoignage direct permettant de prouver 3 choses. Premièrement, le fait d'avoir apporté une aide dans des situations où les Juifs étaient impuissants et menacés de mort ou de déportation vers des camps. Deuxièmement, le fait d'avoir été conscient qu'en apportant cette aide, le sauveteur risquait sa vie, sa sécurité ou sa liberté personnelle, les nazis considérant l'assistance aux Juifs
comme un crime. Enfin, troisièmement, le fait de n'avoir recherché aucune récompense ou compensation matérielle en contrepartie de l'aide apportée. En plus d'obtenir le titre de juste, celui-ci s'accompagne d'une médaille, d'un certificat officiel, de la position de son nom sur le mur des justes au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, du versement d'une pension d'État et d'aide sanitaire et sociale, ainsi qu'à la citoyenneté honoraire à l'État d'Israël, en reconnaissance de leurs actions. Pas mal. Alors au 1er janvier 2021, 27 921 titres de juste parmi les nations ont été attribués par Yad Vashem, dont 4 150 français. En plus de ce titre de juste parmi les nations, il existe un titre collectif accordé à de très rares occasions. Ils sont que 4 dans le monde à l'avoir. Parmi ceux ayant pu l'obtenir, il y a par exemple la résistance danoise, qui a réussi l'exploit d'exfiltrer vers la Suède la quasi-totalité de la population juive de leur pays. Pas mal. On trouve aussi le réseau polonais Zegota, qui a permis de cacher plus de 100 000 juifs polonais entre 1942 et 1945, ainsi qu'à 2 villages, ce village aux Pays-Bas et le Chambon-sur-Lignon. En plus de ce titre collectif pour le Chambon, de nombreux titres individuels de juste parmi les nations ont été accordés à des habitants du plateau du Vivarais-Lignon à partir de 1971. Depuis cette date, 87 personnes vivantes au Chambon ou sur le plateau l'ont obtenu. Il faut attendre 1979 pour qu'une première cérémonie d'hommage ait lieu au Chambon en hommage aux justes, organisée par les anciens réfugiés résidant aux États-Unis, qui offre également une plaque commémorative. Ce premier acte mémoriel s'accompagne de retrouvailles entre sauveteurs et sauvés et lance un travail de reconnaissance mémorielle qui aboutit au titre de Village des Justes par Yad Vashem reçu en 1990, ainsi qu'à une série d'ouvrages littéraires, ouvrages historiques, documentaires et films qui vont accroître l'écho de la montagne refuge du Chambon-sur-Lignon. Au point que le 8 juillet 2004, Jacques Chirac, président de la République, se rend au Chambon et prononce un discours qui fait écho à son discours du 16 juillet 1995 lors des commémorations de la rafle du Veldiv, où il reconnaissait le rôle de l'État dans la rafle. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Au Chambon, il prononce ces mots. Dans l'anonymat, la discrétion, dans le simple élan de la main tendue, de la fraternité et de l'humanité partagée, refusant la loi de la haine, le plateau, juste parmi les nations, le plateau a grandi la France. Le long cheminement historique et mémoriel aboutit le 3 juin 2013 à l'inauguration du lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon afin de conserver l'histoire de ce lieu et de l'action de ses habitants pendant l'occupation pour accueillir les réfugiés juifs au mépris des risques. Un choix dont a témoigné ainsi l'un d'eux, Roger d'Arcissac, dont on a parlé tout à l'heure. Ça s'est passé tout simplement, sans complication. On ne s'est pas demandé pourquoi en faisant ça. Parce que c'était humain. Ce choix, apparemment simple et expliqué par l'histoire comme on l'a vu au début de cette vidéo, a amené aux habitants du Chambon-sur-Lignon une reconnaissance internationale dont la dernière manifestation eut lieu en début d'année 2021 quand Eric Schwamm, ancien réfugié juif autrichien, a légué à son décès le 25 décembre 2020 la plus grande partie de sa fortune, soit 2 millions d'euros, à la commune en remerciement de son sauvetage pendant l'occupation. Cette vidéo est maintenant terminée, merci à vous tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, c'est très important. C'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne, surtout qu'on s'approche des 100 000. Je compte sur vous. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, si le décor a encore pu changer, c'est grâce à vous. Donc, rejoignez-les. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà bravo parce que vous êtes très courageux, ou alors vous êtes là juste pour gagner la BD, dans ce cas-là, vous avez aussi totalement raison. Donc cette BD, c'est plus de 130 pages d'histoire, extrêmement bien fait, dans laquelle vous allez retrouver Étienne, que vous avez aperçu tout au long de cette vidéo. Pour espérer l'avoir entre vos mains, rien de plus simple. Il suffit d'écrire dans les commentaires sous la vidéo « Je veux ce livre, Baptiste !» et vous aurez votre chance de gagner. Le tirage au sort aura lieu sur ma chaîne Twitch 2 semaines après la parution de cette vidéo. Le lien est dans la description. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pris un immense plaisir à la préparer. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on parle d'histoire avec un grand Y.